La sensation du millénaire. Sergey Brin, copropriétaire de Google, qui a combattu Trump de toutes ses forces et avec toutes les ressources de Google, est devenu républicain. Eh bien, creusons un peu. Imaginez un garçon à Leningrad, en 1979 âgé de 6 ans. Les parents, scientifiques, le père mathématicien et la mère chercheuse à la NASA, font des demandes de sortie. Le KGB convoque le père, l'avertit et le menace. La famille part quand même. D'abord à Vienne, puis en Amérique. Le garçon grandit, crée une entreprise qui va changer le monde. Il deviendra l'une des 4 personnes les plus riches de la planète Terre. Et toute sa vie d'adulte, il votera pour les démocrates. Il fera des dons pour des causes libérales. Il qualifiera Trump d'homme profondément offensant pour l'Amérique. Et il pensera que chacun doit payer sa juste part. Mais il comprenait la juste part d'une façon un peu différente. Pas comme la comprennent les progressistes et les démocrates très avides de l'argent des autres. Et en un instant, tout a changé. Son nom, vous le savez, c'est Sergey Brin. L'histoire de son revirement, son U-turn, comme on dit en Amérique, c'est l'histoire du fait que le socialisme ne se reconnaît pas tout de suite. Parfois, ce n'est que lorsqu'il vient frapper à ta porte et lorgner dans ton portefeuille. Et tu dis, une seconde les gars, alors en fait, vous êtes des voleurs. Une autre histoire qui a frappé tout le monde s'est produite sur le territoire de ce qu'on appelait autrefois les pays baltes, dans l'ex-Union soviétique. À peine les vagues des déclarations de Zelensky, selon lesquelles Israël achète du blé volé, se sont-elles calmées qu'est apparu ce qu'on appelle aujourd'hui le boomerang balte. Dimanche 19 avril, Volodymyr Zelensky. Il a donné une interview télévisée. Selon lui, le Kremlin se prépare à une nouvelle vague de mobilisation et restreint les réseaux sociaux pour prévenir l'agitation intérieure. Et puis, il y a eu une phrase que l'on a entendue clairement à Tallinn, Riga et Vilnius. Plus clairement qu'à Bankovaya. Certains pays, par exemple l'un des pays baltes, c'est ce qu'a dit Zelensky, ne sont pas prêts à opposer une résistance sérieuse. C'était dit en quelque sorte en passant, oui, parmi une série de scénarios hypothétiques. Mais en diplomatie, il n'y a jamais de « en passant ». Surtout lorsqu'il s'agit de la souveraineté des alliés. Mais commençons tout de même par un phénomène étonnant, que l'on a appelé l'abandon du socialisme par les milliardaires. Vous imaginez, n'est-ce pas? Milliardaires socialistes. Le fait que les milliardaires aient pu être socialistes est déjà en soi étonnant. Mais le fait que même eux commencent à comprendre, j'ai bien dit même, est devenu une véritable sensation. D'où vient notre milliardaire? Mikhail Brin, le père de Sergueï, était mathématicien en Union soviétique. Il voulait travailler dans le domaine de l'économie, mais en URSS, on fermait l'accès à certaines professions aux juifs, de façon officieuse, systématique, méthodique. Mikhail, comme nous tous, l'a compris et a pris une décision qui a changé la vie de toute la famille. En 1979, la famille Brin a déposé une demande pour quitter l'URSS. Les personnes travaillant dans des domaines secrets qui demandèrent à quitter le pays étaient immédiatement licenciées. On les traitait de traîtres. Assez souvent, on leur refusait la sortie. Le KGB les convoquait pour des entretiens. On devenait alors un refusnik, c'est-à-dire une personne suspendue entre deux mondes. Les Bruns faisaient partie des chanceux. On leur a permis de partir. Après Vienne et Paris, ils sont arrivés dans le Maryland. Mikhail a obtenu un poste de professeur de mathématiques à l'université du Maryland. Evgenia, la mère de Sergueï, est devenue chercheuse à la NASA. Sergueï avait 6 ans. Il se souvient vaguement de l'émigration. Mais les parents s'en souvenaient très bien. Et ils racontaient honte. Ensuite, Saint-Anse, c'est l'histoire que l'Amérique aime raconter sur elle-même. Et dans ce cas, c'est vrai. Sergey Brin est entré à l'université du Maryland à 15 ans. À 19 ans, il a intégré Stanford pour un doctorat en informatique. C'est là qu'il a rencontré Larry Page. En 1998, ils ont tous les deux enregistré une entreprise dans un garage. Ils l'ont appelée Google. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, tout le monde le sait. Google est devenu l'outil le plus utilisé de l'histoire de l'humanité. Le moteur de recherche, les cartes, YouTube, Gmail, Android, le traducteur, le stockage en nuage, les voitures autonomes, l'intelligence artificielle. À l'âge de 26 ans, la fortune de Sergey Brin était d'environ, aux alentours de 273 milliards de dollars. Le 4e homme le plus riche de la planète, Musk, Bezos, Zuckerberg et voici Sergueï.
Un homme qui est arrivé en Amérique avec une valise et un accent soviétique est devenu l'une des 4 personnes les plus riches de l'histoire de notre civilisation. On pourrait penser que l'histoire est finie, le rêve américain accompli. Mais ce n'est que le début. Parce que ce que Brin faisait de cette richesse sur le plan politique était exactement le contraire de ce que vous auriez pu imaginer. C'était tout le contraire de ce qu'on aurait attendu de quelqu'un ayant fui le socialisme soviétique. Nous allons maintenant examiner cette énigme. Pendant de nombreuses années, Sergey Brin ne s'intéressait presque pas à la politique, mais lorsqu'il s'y intéressait, il se retrouvait toujours dans le camp libéral. Je soupçonne même qu'il ne savait pas vraiment ce que signifient les véritables concepts libéraux, mais il se retrouvait aux côtés de ceux qui se disaient libéraux. En 2008, il a fait un don à la campagne en faveur du mariage homosexuel en Californie. Il a soutenu la réélection d'Obama en 2012. Google, avec sa participation, a construit une culture d'entreprise qui est devenue le symbole du progressisme, de tout ce qui est progressiste dans la Silicon Valley. Autrement dit, la diversité était extrêmement importante. L'inclusivité, l'agenda climatique, les droits des minorités. Eh bien, en 2021, Brin a discrètement créé une organisation à but non lucratif qui a dépensé au moins 88 millions de dollars pour l'agenda climatique et environnemental. Ce n'est pas un geste public. C'est de l'argent réel pour des programmes réels, fait presque incidemment, comme si cela allait de soi. Et lorsque Trump a remporté les élections en novembre 2016, Brin, lors d'une réunion privée avec les employés de Google, a qualifié cela de profondément offensant. La vidéo a fuité dans la presse. Il n'a pas renié ses propos. Un homme originaire du Leningrad soviétique votait comme un professeur libéral typique de Berkeley. Pourquoi ? Très probablement parce qu'il est parti alors qu'il était encore un tout petit garçon. Parce que sa formation politique s'est faite dans les universités américaines. Stanford, le milieu académique, son entourage était composé de personnes titulaires d'un doctorat aux opinions progressistes. Ses affaires prospéraient sous les démocrates. Il y avait peu de pression au quotidien, peu de pression réglementaire. Et surtout, le socialisme, dont sa famille avait fui, semblait être quelque chose d'impossible, d'historique, une sorte de chose soviétique. La guerre des 2 roses, ici, en Californie. De quoi parlez-vous ? C'était impossible. Ou peut-être que ça l'était. En 2025, l'aile progressiste du Parti démocrate de Californie a proposé une idée qui, quelques années plus tôt, aurait semblé impossible en Amérique. Elle s'appelait l'impôt sur la fortune. Autrement dit, sur ce que tu as déjà gagné, tu as déjà payé des impôts dessus quand tu l'as reçu. Quand tu faisais croître tout ce que tu faisais, tu payais des impôts sur la différence, c'est-à-dire sur tout. Pas sur les revenus, mais sur les actifs, c'est-à-dire sur ce qui a déjà été taxé plusieurs fois et qui t'appartient déjà complètement. Ponctuel, ont dit les Californiens, mais en même temps énorme. 5%. Messieurs, vous imaginez ce que représente 5% de la fortune de tous les riches habitants de Californie, c'est-à-dire de tous ceux dont la richesse dépasse, disons, 1 milliard de dollars. Une seule fois pour l'éducation, pour la médecine, pour l'aide alimentaire. Ça vous paraît raisonnable ? Pour Sergey Brin, avec une fortune de 273 milliards de dollars, ça fait combien ? 13,6 milliards de dollars. Comme ça, en un seul paiement, avec de l'argent qui existe principalement non pas en espèces, mais en actions. Google et d'autres actions aussi. Pour payer cet impôt, il faut vendre des actions. La vente des actions fera chuter le cours. C'est une réaction en chaîne. Brin a compris que la politique, en fait, n'est pas abstraite. La politique que suivaient ses potes, ça s'appelle autrement, ça s'appelle la confiscation, parce qu'ils en avaient très envie. Oh, combien d'argent on peut emporter d'un coup, puis attendre 2 ans et recommencer. Et là, quelque chose a fait tilt. Parce qu'il avait déjà vu ça, non pas dans un manuel ni dans un documentaire, mais dans son enfance, à Leningrad, dans les récits de ses parents, de ses amis, de ses connaissances. Quand l'État décidait combien tu pouvais posséder, et prenait le reste. Mais l'impôt n'est qu'une partie de l'histoire, car en même temps, une femme est apparue dans sa vie. Eh bien, comme on dit, cherchez la femme, et elle a changé non seulement ses opinions politiques. Elle s'appelle Gary Lynn Gilbert Soto. Elle a 32 ans, c'est une influenceuse conservatrice sur Instagram.
Elle se présente comme coach en santé holistique et passionnée de viande pure. Elle est apparue dans une émission de télé-réalité, donc Vanderpump Rules, et elle appelle Trump son meilleur ami. La relation avec Brin a commencé en 1923 après le divorce de Brin avec Nicole Shanahan, qui est ensuite devenue candidate à la vice-présidence aux côtés de Robert Kennedy Jr. Le spectre politique de ses anciens partenaires est une autre histoire. Gary Lane a publié sur ses réseaux sociaux des photos de Brin portant une casquette rouge MAGA lors de l'inauguration de Trump en janvier 1925. Ils étaient assis à des places d'honneur dans la salle. Après la cérémonie, elle a écrit « Une immense gratitude à mon bien-aimé. Sans lui, je n'aurais jamais rencontré le président ni assisté à l'inauguration. » Trump, lors d'un dîner à la Maison-Blanche en septembre 1925, où Brin était assis à côté de Tim Cook, l'a publiquement appelé la formidable amie MAGA de Brin. Gary Lane était assise en face du président. Ce n'est pas une rencontre fortuite lors d'une fête. C'est un nouveau cercle social. Ce sont de nouvelles conversations. C'est un nouveau regard sur le monde. En cynique, je dirais, la fille en a rien à voir. C'est une question d'argent. Une taxe de 13 milliards rendrait n'importe qui républicain. Exactement. Voici, mais Brin a déjà répondu à cette question. Voici ses mots. Le 25 décembre de cette même année, lors d'une fête de Noël en Californie du Nord, dans une vraie maison perchée dans un arbre parmi les séquoias, avec la chanteuse Janelle Monáe et un énorme yéti aux yeux rouges brillants, comme décoration, Brin a pris le gouverneur Gavin Newsom à part et lui a dit « Je m'en vais, la Californie est devenue impossible ». Gary Lane se tenait à côté. Elle parlait aussi avec Newsom, essayant de le convaincre que la taxe détruirait l'économie de l'État. Selon des témoins, elle a ajouté qu'elle était prête à pardonner au gouverneur sa politique. Parce que lui, le beau Newsom, se tenait sous un arbre dans le froid et écoutait l'un des hommes les plus riches du monde lui déclarer la guerre. Un mois plus tard, Newsom a annoncé qu'il s'opposerait à la taxe sur les milliardaires. Ainsi, une discussion dans cette maison a modifié la politique du plus grand État américain. Pendant ce temps, Brin préparait son déménagement. Le 31 décembre, c'était la date limite. Il fallait avoir terminé avant cela, car après cette date, si la taxe était adoptée, elle s'appliquerait aux résidents de Californie. Il a acheté un domaine pour 42 millions de dollars au bord du lac Tahoe. Du côté du Nevada, et d'un côté c'est la Californie, de l'autre c'est le Nevada, un État sans impôt sur le revenu. Il se rend au bureau californien de Google environ toutes les 2 semaines, mais vit officiellement au Nevada. Et il a dit à la presse des choses que ses amis libéraux de Stanford ont lues avec un étonnement total. « J'ai fui le socialisme avec ma famille dans les années 1970. Je sais à quel point une presse dévastatrice et une société ont été créées en Union soviétique. Je ne veux pas que la Californie se retrouve dans la même situation. » Vous venez d'entendre les paroles d'un homme qui, pendant 30 ans, a financé une politique qui menait précisément là où il a maintenant peur d'aller. Comment est-ce possible? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la nature des illusions idéologiques chez les riches? Examinons les actions concrètes de Brin sur les 12 derniers mois. Il s'agit d'argent et d'actes, pas seulement de paroles. Le 25 mai, Brin se présente à la collecte de fonds avec le vice-président J.D. Vance et fait un don de près d'1 demi-million de dollars. À qui? Au Comité national républicain de la part d'une personne qui n'a jamais donné d'argent aux républicains de sa vie, qui a dit que c'était honteux que Trump, ce terrible républicain, ait été élu. Le 25 septembre, un dîner à la Maison-Blanche. Brin dit personnellement à Trump qu'il est très reconnaissant pour le soutien aux entreprises de technologique. Trump sourit, Tim Cook est assis à côté de lui, Gary est en face du président. Le 25 décembre, Brin déménage dans une propriété au Nevada d'une valeur de 42 millions, puis officialise son changement de résidence en mars 26. Un conseil consultatif de la Maison-Blanche sur la technologie a été nommé. À côté, il y a Musk, Bezos, Zuckerberg. Ils ont tous suivi ce chemin à peu près à la même époque, la Silicon Valley. Zuckerberg fait demi-tour. Voilà, c'est ce fameux demi-tour. Dieu merci, ils ne sont pas arrivés jusqu'au socialisme et ont fait demi-tour. En même temps. Brin fait un don à un candidat républicain au poste de gouverneur de Californie, candidat qui sera ensuite soutenu par Trump. En avril 2026, Brin a investi dans une campagne contre la taxe sur les milliardaires, c'est-à-dire contre les démocrates, une somme d'environ 57 millions de dollars, puis 120 millions, puis encore 25, puis encore 9.
Le bureau du Super PAC est enregistré à Reno, Nevada. 57 millions de dollars contre une taxe qui aurait pu lui coûter 13 milliards de dollars. Ce n'est pas de la politique, c'est un investissement avec un rendement de 22 000%, mais est-ce seulement une question d'argent? C'est ici que se trouve l'essentiel, ce à quoi il faut vraiment réfléchir. Sergey Brin a vécu 30 ans en Amérique et a voté pour ce qu'il considérait comme des politiciens progressistes. En même temps, il était lui-même la preuve vivante d'un capitalisme fondé sur le travail. Pourquoi le travail? Parce que son histoire, c'est celle du libre marché. L'idée, le garage, le travail, le risque. Le résultat, aucune subvention d'État, pas de redistribution de ce genre, du capitalisme pur. Et pourtant, il finançait une politique qui, petit à petit, poussait la Californie dans une direction opposée à sa propre réussite. Pourquoi cela arrive-t-il à des gens intelligents, riches et instruits? Parce que le socialisme arrive rarement avec un drapeau rouge et une marche, il arrive avec de bonnes intentions. Un impôt, mais c'est pour les pauvres, et ça c'est pour les enfants pauvres. Un règlement pour protéger l'environnement, une loi pour l'égalité. Chaque étape semble raisonnable, chaque suivante est un peu plus facile que la précédente. Et à un moment donné, tu fais le calcul et tu vois qu'ils veulent me prendre 13 milliards de dollars qu'ils n'ont pas gagnés, sur lesquels j'ai déjà payé tous les impôts, ou ils veulent juste voler, ce sont simplement des voleurs qui veulent tout prendre d'un seul coup. Pourquoi? Eh bien parce que la majorité a décidé, c'est ça la démocratie. La majorité décide, tu payes 13 milliards de dollars. Clac, mince, ça a cliqué à 52 pour Musk, autour de 50 pour Zuckerberg, 40 pour Bezos. À peu près à la même époque, tous les hommes les plus riches de la Silicon Valley ont suivi ce chemin à peu près en même temps, entre 2023 et 2026. Un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Le Parti démocrate a franchi la ligne, il est venu prendre l'argent des gens qui le finançaient. Et eux, c'était plutôt une seconde avant, je donnais parce que je le jugeais nécessaire, parce que je le voulais, et maintenant vous venez me dépouiller, c'est ça. Voilà, donc Brin n'est pas seul. Brin a changé d'étiquette politique. C'est Google, c'est Alphabet. C'est l'un des plus grands employeurs de Californie, l'un des plus grands contribuables de l'État, du moins tant qu'il y payait encore des impôts. Quand une telle personne s'en va, c'est un signal pour les autres milliardaires, pour les investisseurs en capital risque, pour les startups, pour les entreprises qui choisissent tout s'enregistrer. La Californie perd déjà de la population depuis 2020. De jeunes familles déménagent au Texas, en Floride, au Nevada, en Arizona, et désormais aussi des milliardaires. La base fiscale se réduit. Ce que nous disons à New York se produit, avec ce typement d'amis, maman, Dani, maman, donné jusqu'à. Les dépenses publiques augmentent. Le déficit budgétaire de la Californie en 2025 a dépassé 70 milliards de dollars déficit. Ils prennent l'argent, ils prestourent tout ce qu'ils peuvent. On a l'essence la plus chère, tout est le plus cher. Et pourtant, il leur manque encore 70 milliards de dollars. Eh bien, il faudrait presque s'en réjouir. Newsom supprime des programmes qu'il avait lui-même promis de développer. La jeunesse progressiste se heurte aux mathématiques, c'est comme une douche froide, et ils se demandent pourquoi on a appris ces foutues mathématiques. Et le plus intéressant, c'est justement Newsom à qui Brin a tout dit en face lors de la fête de Noël. Maintenant, il se bat contre l'impôt sur les milliardaires, le gouverneur de la prison, un démocrate qui protège les milliardaires contre qui? Contre son propre parti. Parce que, eh bien, il a compris, ça lui est venu à l'esprit, peut-être sous ce séquoia ou en mangeant quelque chose, ou quelque part ailleurs. S'ils partent, l'argent s'en va, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de Californie. Sous forme de projet politique, ce n'est pas juste de la politique, c'est une vérification des idées et de la réalité. Ce que l'histoire de Brin nous dit, dans un sens plus large, c'est que les gens ne changent pas à cause des arguments, les gens. Quand une idée abstraite devient une facture concrète, pour certains de 13 milliards, pour d'autres de 100 000, pour d'autres encore moins, mais elle devient concrète, l'abstraction disparaît. Et théoriquement, bien sûr, il faut aider. Ensuite, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, ça devient une seconde, ce sont des voleurs. Brin connaissait le socialisme en théorie.
Ses parents lui en parlaient, il écoutait, hochait la tête, continuait de voter pour les progressistes parce que c'était confortable, socialement acceptable, ça correspondait à son entourage, puis le socialisme est arrivé avec un montant précis. Hitler. Et 30 ans de connaissances théoriques se sont instantanément transformés en rien, en fumée. Son père a fui l'État soviétique, qui décidait qui tu pouvais être et combien tu avais le droit d'avoir. Le fils a fui l'État de Californie, qui a décidé combien tu avais le droit de garder. L'écart entre ces deux fuites est de 47 ans et environ 273 milliards de dollars. Oui, oui, vous savez ce qui m'encourage dans tout ça? Les gens sont capables de changer. Même des personnes intelligentes qui ont réussi, convaincues, sont capables de regarder la réalité en face et de dire « je me suis trompé ». Breen aurait pu se taire, déménager discrètement au Nevada, continuer à faire comme si de rien n'était. Au lieu de cela, Breen a donné de l'argent aux républicains, il est entré au conseil à la Maison-Blanche, il a dit en face à Newsom ce qu'il pensait, et il a prononcé publiquement des mots sur le socialisme soviétique. Cela demande un certain courage. Mesdames et messieurs, même quand on est l'une des 4 personnes les plus riches du monde, cela demande du courage. Parce que dans son cercle social, on appelle ça un traître. Dans la Silicon Valley, la casquette MAGA, c'est comme un chiffon rouge devant un taureau très enragé. Et pourtant, il l'a porté. Peut-être que c'est juste à cause des impôts, peut-être pas. Peut-être que le garçon de Leningrad s'est enfin souvenu de ce dont sa famille s'est enfuie. Eh bien, à mon avis, mieux vaut tard que jamais. Mettez un like, ça aide YouTube à promouvoir la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et écrivez un commentaire. Par conviction ou par calcul? Votre avis m'intéresse. J'attends votre réponse. Tallinn, lundi. Le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Margus Tsahkna, n'a pas élevé la voix. Il a fait pire. Il a prononcé ces paroles très doucement, mais leur écho s'est répandu à travers la moitié du monde. Sur ce genre de déclaration, il a raison. L'Ukraine de Zelensky. Cela ne correspond pas à nos données de renseignement. Nous ne voyons pas que la Russie concentre des troupes ou se prépare à une attaque militaire contre l'OTAN ou les pays baltes. Il a ajouté une phrase dans laquelle le protocole diplomatique dissimule à peine l'irritation. Ces déclarations, Monsieur le Président Zelensky, ne facilitent pas notre coopération, traduit du langage diplomatique en langage courant. Vous nous agacez terriblement. Eh bien, je dirais même, avec vos bêtises. Le leader du parti conservateur estonien EKRE, Martin Helm, s'est exprimé de façon plus tranchante, je dirais. Oui, il a qualifié les propos de Zelensky de mugissement rhétorique. Il a qualifié cela de tentative de semer la peur dans les capitales occidentales afin d'obtenir, grâce à cette peur, une nouvelle livraison d'armes. Eh bien, il respecte le protocole diplomatique. Il avait totalement raison à 100%. Vilnius, mercredi. La première ministre de Lituanie, Inga Ruginen, a attendu encore 3 jours et a frappé un peu plus fort. Elle a directement conseillé au président ukrainien, on ne sait pas exactement ce qu'elle a dit dans sa langue, mais ensuite elle a recommandé d'éviter une rhétorique intimidante. Autrement dit, elle a d'une certaine manière visé Zelensky en disant « Toi, oui, évite la rhétorique intimidante. Il n'y a aucune raison, a-t-elle dit, pour de telles déclarations. C'est un mensonge. » Pour sa propre défense, il partage une frontière avec la Biélorussie et surveille quotidiennement les provocations hybrides. S'il se préparait quelque chose, nous le saurions. Les titres en russe ce jour-là étaient déjà en train de circuler. La Lituanie a giflé Zelensky, après l'Estonie. 2 coups consécutifs de la part de 2 États frontaliers de l'OTAN contre le président d'un pays qu'ils ont aidé de toutes leurs forces. En coulisses, dans les pays baltes, un nouveau scénario s'écrit, discrètement, sans manifeste. Le soutien à Kiev demeure, mais ils ne veulent plus jouer le rôle de la prochaine victime dans le drame de quelqu'un d'autre. Leur argument est simple et amer. Un pays que l'on déclare publiquement sans défense perd ses investisseurs, perd ses touristes, met ses propres citoyens à bout de nerfs. Surtout si ses propres services spéciaux ne voient pas ce dont parle l'allié voisin. L'allié voisin ukrainien nous a causé du tort. Quelque chose qui nous est extrêmement nuisible. C'est ainsi qu'à cause d'une figure rhétorique, une brèche est apparue dans les relations. Ce n'est plus diplomatique depuis longtemps. On peut discuter des motivations. 3 versions sont avancées. Zelensky vendait la peur pour que le flux d'armes occidentales ne tarisse pas.
Zelensky détournait l'attention du Minditch-gate, le plus grand scandale de corruption de sa présidence, où les noms de ses proches sont de plus en plus souvent associés au mot 110 millions de dollars, Energoatom et autres. Et Zelensky croit sincèrement à ce qu'il dit, même si personne n'y croit, mais c'est sa version. Mais il est étrange que même les pays qu'il prétend défendre n'y croient pas. C'est probablement un mélange des deux. Et c'est là le principal problème. Quand un dirigeant commence à utiliser la peur comme monnaie d'échange, il dépense ce qui, en politique, n'est pas renouvelable. Cela s'appelle la confiance des alliés. À Tallinn et à Vilnius, la confiance n'est pas un sentiment, c'est un outil de survie. Les Baltes se rappellent comment des propos prononcés à la légère dans des capitales étrangères ont jadis redessiné leurs cartes. C'est pourquoi ils attendent de Zelensky une chose simple. Dis la vérité, va droit au but. N'invente pas à notre place, et ne propage pas la peur. Celui qui vend la peur découvre tôt ou tard que les acheteurs se sont dispersés. Surtout les voisins, censés être inspirés par cette peur, mais qui se sentaient plutôt comme des accessoires dans la mise en scène de quelqu'un d'autre. Et c'est sans doute la leçon la plus forte, la principale de la semaine. Dans le monde libre, les alliés ne sont pas un public à qui l'on sert les émotions voulues. Ce sont des acteurs avec leur propre service de renseignement, leur propre fierté et leur propre voix. Lorsqu'on leur dit des choses sur leur pays non confirmées par leurs informations, ils réagissent. D'abord doucement, puis fort, puis ils se taisent. Cette semaine, ils ne se sont pas encore tus. Pour l'instant, ils parlent fort. Mais... c'est ce dont je parlais. Un bon gars, une personne talentueuse. Il n'est absolument pas fait pour le rôle dans lequel on l'a mis. C'est tout. Au revoir.